Bonjour, c'est en Turquie, à Istanbul, dans le célèbre quartier du Fanar, que siège le primat d'honneur de l'orthodoxie, le patriarche Bartholomée. La transformation démonstrative des deux joyaux emblématiques du patrimoine byzantin, Sainte-Sophie et Incora, en mosquée, faite en dépit des protestations mondiales, n'a pas manqué de choquer le monde orthodoxe et bien au-delà. Cette transformation n'est-elle pas annonciatrice de menaces et de dérives à venir, des ambivalences de la Turquie d'aujourd'hui ? Pour comprendre les ambiguïtés et les ambitions de la Turquie d'aujourd'hui et son impact sur l'orthodoxie et bien au-delà, je reçois Jean-François Colosimo, directeur des éditions Cerf, qui vient de publier « Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie » aux éditions Cerf. Cet entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie. Notre coup de cœur de fin d'émission salue l'initiative catéchétique de la métropole grecque orthodoxe de France sur YouTube, qui produit de courtes vidéos à destination des enfants, scénarisant l'icône d'une fête ou d'un saint sous le label « Chers enfants, écoutez ». La vidéo que nous projetons porte sur la fête de la Sainte Théophanie, le baptême du Christ dans le Jourdain. Très bonne émission à tous, avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021. Istanbul, dans une interview accordée aux médias grecs Vima, le patriarche Bartholomée, patriarche œcuménique de Constantinople, a nié l'existence d'un schisme dans l'orthodoxie. Il a déclaré aussi qu'il sera vacciné car c'est avant tout, dit-il, un acte de responsabilité envers ses semblables. Le patriarche Bartholomée présidera le 4e sommet de l'école théologique de Chalki à Istanbul du 26 au 28 janvier qui aura pour thème le Covid-19 et le changement climatique, vivre avec et apprendre de la pandémie. Moscou, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies, Kirill, a appelé l'archevêque Chrysostome II de Chypre à reconsidérer sa position de reconnaissance du métropolite Épiphane de Kiev, promu à la tête de l'entité érigée en autocéphalie par le patriarcat de Constantinople, mais non reconnu par Moscou et par la majorité des églises orthodoxes. Damas, à l'occasion du 8e anniversaire de l'accession au trône patriarcal de l'église orthodoxe d'Antioche du patriarche Jean X, un ouvrage regroupant toutes ses homélies et interventions a été publié par l'université orthodoxe de Balamand, présidée par le docteur Eli Warhak. Belgrade, l'élection du successeur du patriarche Irénée de Serbie, décédé en novembre dernier, aura lieu le 18 février prochain au siège du patriarcat à Belgrade. Le métropolite Irénée de Bačka, une des figures marquantes de l'église orthodoxe serbe et qui vient de célébrer le 30e anniversaire de son intronisation épiscopale, serait un potentiel successeur du patriarche Irénée. Monténégro, l'église orthodoxe serbe au Monténégro, qui a perdu en octobre dernier sa figure de proue, le métropolite Amfiloque, qui était à la tête du mouvement de la résistance contre la loi sur la liberté religieuse qui menaçait l'église serbe de ce diocèse de dépossession de ses biens, a réussi auparavant à convenir d'un texte d'amendement avec les députés de la majorité. Le président monténégrin, Milo Đukanović, dans une attitude anti-orthodoxe selon la presse, a refusé de signer cet amendement, qui sera alors revoté par les députés de la majorité qui accusent le président de violer la Constitution. Roumanie, l'église orthodoxe roumaine a célébré le 22e anniversaire du décès du père Cléopas. Le père Cléopas, ici avec le patriarche Daniel, quand il était métropolite de Moldavie, est considéré par le grand théologien roumain, le père Dimitru Staniloae, comme le grand inspirateur de la spiritualité roumaine. Athènes, l'archevêque d'Athènes Jérôme a présidé une rencontre en visio du synode permanent de l'Église de Grèce, qui s'est opposé à la décision du gouvernement grec d'interdire les célébrations de la fête de la Théophanie et a décidé de maintenir, avec les précautions de distanciation, ces célébrations, ainsi que les traditionnelles bénédictions des eaux, qui sont très populaires en Grèce, dans l'ensemble du monde orthodoxe, où il est de tradition, quelles que soient les températures, de lancer la croix dans les eaux des fleuves et des rivières et d'aller la récupérer par des plongeurs, à l'image du baptême du Christ dans le Jourdain. L'archevêque Jérôme, récemment guéri du Covid, a rendu hommage à l'équipe médicale qui lui a apporté des soins pendant son séjour à l'hôpital. En Grèce toujours, le métropolite Ioretheos Vlachos du diocèse de Nafpaktos s'est porté volontaire pour se faire vacciner en lieu et place de l'archevêque Jérôme qui, ayant été contaminé par le Covid, ne pouvait se faire vacciner. Grèce toujours, décès du métropolite de Kastoria, Séraphim, des suites de sa contamination au Covid. L'Église de Grèce a aussi lancé à Nopli, le 3 janvier dernier, les festivités en l'honneur du bicentenaire de la Révolution grecque de 1821.
À Chypre, l'archevêque Chrysostome II s'est porté volontaire lui aussi pour se faire vacciner contre le Covid en dépit des réticences, voire même des oppositions au vaccin au sein de l'Église et parmi les fidèles. Pologne, le synode de l'Église orthodoxe de Pologne, qui s'est réuni dernièrement, a appelé à trouver une solution pan-orthodoxe à la question ukrainienne de telle manière à préserver l'unité orthodoxe. Au mont Athos, cette courte vidéo rend hommage à Epiphanos de Milopotamos, le célèbre moine athonite gastronome, qui vient de décéder le 10 décembre dernier. Il avait acquis une grande notoriété comme le cuisinier du mont Athos. Non seulement il était cuisinier, mais il était aussi cultivateur de la vigne qu'il aimait caresser sous le beau soleil athonite. Il a réussi par l'humilité, la connaissance et la bonne gestuelle à mettre en relief la cuisine traditionnelle athonite, une cuisine multiséculaire qui célèbre l'huile d'olive, le vin et les produits naturels du terroir, une cuisine où la nourriture céleste soutient et nourrit la nourriture terrestre et la fonde. Son ouvrage, La cuisine de la Sainte Montagne de l'Athos, très bien illustré, présenté ici même lors d'une précédente émission, est devenu un grand classique qui renseigne recettes et écritures scripturaires à l'appui sur le système alimentaire pluriséculaire des moines athonites. Publication participant de la nature divine, la spiritualité orthodoxe à l'âge de la sécularisation. Un ouvrage publié aux éditions Apostolia par Monseigneur Job Getcha, archevêque de Telmessos. Publication toujours, un ouvrage très d'actualité, Petite théologie pour les temps de pandémie, publié par Jean-Claude Larcher aux éditions des Syrtes. Un nouvel ouvrage, toujours très bien illustré, du père Michel Queneau, aux éditions Ordruc, intitulé L'animal, l'être humain et le Dieu homme. Publication toujours sortie du dernier numéro 271 de la revue Contact, revue française de l'orthodoxie, qui évoque plusieurs sujets qui interpellent la communion orthodoxe de nos jours. Aux éditions Salvator, publication de 7 grâces sur le chemin de Compostelle, un ouvrage intéressant écrit par Marie-Ève Humry, une orthodoxe qui signe le premier livre d'une nouvelle collection des éditions Salvator sur l'itinérance spirituelle. À travers les chemins menant à Compostelle, cet ouvrage offre par les voies et la dynamique physique et spirituelle du pèlerinage des réflexions à tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur cheminement. De Pierre Jova et Henrik Lendl, un ouvrage atypique qui mérite le détour. Comment devenir plus catholique en s'inspirant des évangéliques. Un livre de partage, de réflexion et d'expérience qui permet de confronter les traditions des uns et des autres sans les affronter, mais en tentant d'en tirer le meilleur pour une bonne pastorale d'actualité, lisible et visible. Enfin, aux éditions Artege, publication par le père Pierre Descouvemont, Venez à moi, une réflexion intéressante sur les souffrances et les épreuves lourdes et la manière de les transcender à la lumière de l'enseignement de l'Évangile et des valeurs chrétiennes. Quiconque a fréquenté de près la Turquie ne peut qu'être saisi par ces dimensions de millefeuilles d'histoire, où les strates historiques se croisent et valsent dans un va-et-vient incessant, non sans conflit. C'est en Turquie, à Istanbul, dans le célèbre quartier du Fanar, que siège le primat d'honneur de l'orthodoxie, le patriarche Bartholomée. La transformation démonstrative des 2 joyaux emblématiques du patrimoine byzantin, Hagia Sophia et Nicora, en mosquée, faite en dépit des protestations mondiales, n'a pas manqué de choquer le monde orthodoxe et bien au-delà. Est-elle annonciatrice de menaces et de dérives à venir de cette Turquie ambivalente ? Retour rapide sur l'histoire. 1453, chute de Constantinople, la ville reine. Sainte-Sophie, la cathédrale mythique de l'Empire byzantin, transformée en mosquée par le sultan ottoman Mehmed II el-Fateh, le conquérant. Gennadios, le patriarche de Constantinople, a été investi du titre d'éthnarque de la Millette des Roums de l'Empire par le sultan Mehmed II, s'assurant ainsi la soumission de ses nouveaux sujets. 1453 a été et reste une date emblématique pour le monde orthodoxe, mais aussi pour l'ensemble de la chrétienté. La fin de l'Empire byzantin a eu des conséquences géopolitiques majeures qui ne cessent d'impacter le monde d'aujourd'hui. Après la mort de l'Empire byzantin, ce fut le tour de l'Empire ottoman, l'homme malade du XIXe siècle qui succomba au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1922, le sultanat est aboli. Mehmed VI, le dernier sultan, s'en va et laisse la scène politique à l'avènement de l'homme fort de la nouvelle République turque, Mustafa Kemal, dit Atatürk, c'est-à-dire le père des Turcs. La Turquie moderne, écrit Jean-François Colosimo, directeur des éditions Cerf, est incompréhensible sans l'Empire ottoman, qui est lui-même incompréhensible sans l'Empire byzantin.
double strate, donc byzantine puis ottomane, mais aussi double histoire contemporaine, faite de différences et de similitudes entre la Turquie d'hier, laïque et européanisée, d'Atatürk, le leader historique, modernisateur de la Turquie, et la Turquie d'aujourd'hui, néo-ottomane et islamo-conservatrice du président Erdogan. Quel impact de la Turquie d'aujourd'hui sur l'orthodoxie, l'Europe et bien au-delà? Pour comprendre la Turquie d'aujourd'hui, ses ambivalences et ses ambitions, donc je reçois Jean-François Colosimo, directeur des éditions Cerf, qui vient de publier un livre très intéressant qui s'intitule « Le sabre et le turban, jusqu'où ira la Turquie ?» aux éditions Cerf. Un ouvrage qui revisite l'histoire contemporaine de la Turquie depuis 1921-1922, qui apporte une lecture et un décryptage, sans concession, des ambivalences et des ambitions turques d'aujourd'hui. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, le livre, je l'ai lu d'un coup, c'est un livre qui sonne comme un vrai réquisitoire, aussi bien, je dirais, des 80 ans du kémalisme, et là vous dites, en fait, c'est une république, là, je vous cite, laïciste kémaliste, qui a pratiqué, vous dites, un nationalisme destructeur des minorités, et 20 ans de erdoganisme aussi, cet islamo-conservateur, qui veut ressusciter quelque part, à travers le néo-ottomanisme, cet empire théocratique. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi cette relecture de l'histoire de la Turquie d'Atatürk à Erdogan, et pourquoi aujourd'hui? Alors évidemment, parce que, vous voyez, nous autres Français, nous aimons bien regarder le monde extérieur avec nos propres lunettes, elles sont parfois faussées, et dans chaque pays, nous cherchons parfois le bon pays pour le distinguer du mauvais. Alors, il y a de bons États-Unis, il y a de mauvais États-Unis, il y a aussi surtout une bonne Turquie et une mauvaise Turquie à nos yeux, et nous procédons un peu par opposition. Et évidemment, la bonne Turquie, c'est celle de Mustafa Kemal, le révolutionnaire, le moderniste, l'européiste, l'occidentaliste. Et puis, de l'autre côté, la mauvaise, c'est celle d'Erdogan, l'islamiste, le réactionnaire, le fondamentaliste. Mais en fait, quand on y regarde de près, cette opposition est fausse. Il y a une seule et même Turquie, cette Turquie qui naît des décombres de l'Empire ottoman, qui a derrière elle, elle n'en est pas responsable, mais elle va continuer à nier ce fait majeur de l'histoire contemporaine, qui a derrière elle, commis par les jeunes Turcs sous l'Empire ottoman, le génocide 1915. Des Arméniens de 1915, et qui a aussi, juste là, au moment de sa fondation, en 1923, l'échange des populations d'Asie mineure, c'est-à-dire la première grande purification ethnique du XXe siècle, de la même manière que le génocide des Arméniens, le premier génocide du XXe siècle, c'est-à-dire, en fait, surtout principalement, la disparition de la présence grecque en Asie mineure, présence datant de 25 siècles, bien antérieure à l'arrivée des Turcs et de l'islam, présence d'ailleurs qui remonte au présocratique, et ce sont ces deux phénomènes, en quelque sorte, qui montrent qu'à partir de ce moment-là, la Turquie va vouloir être une construction nationaliste qui va aller à marche forcée pour essayer, en adoptant le mythe des Lumières, le mythe moderne, le mythe de l'Occident athée en quelque sorte, la régénération de l'homme, l'homme nouveau. Il faut qu'il n'y ait plus qu'un seul modèle, un Turc sunnite. Ce sont les minorités qui ont causé la décomposition de l'Empire ottoman, sus aux communautés. Alors ces communautés, évidemment, c'est les Juifs, les Grecs, les Arméniens, mais très vite aussi, ce sont les communautés qui ne sont pas conformes au modèle. Elles sont musulmanes, mais ethniquement inassimilables. Ça s'appelle les Kurdes. Elles sont musulmanes, mais elles ne sont pas sur le modèle de l'orthodoxie sunnite. Ça s'appelle les Alévis, qui présentent un islam très libéral. Les Kurdes et les Alévis, encore aujourd'hui, ça fait maintenant un siècle d'existence, ne sont toujours pas reconnus et sont brimés. Donc, pour aller très vite et pour finir sur cette première question, on oppose Atatürk et Erdogan. Non. Atatürk a nationalisé l'islam. Erdogan, lui, il islamise la nation. Ce n'est pas la Turquie qui a changé, c'est le monde. Le progressisme sécularisé de l'entre-deux-guerres a fait place aujourd'hui au retour du religieux. Le carburant nationaliste reste intensivement employé, c'est sa formule qui a changé. Et donc pourquoi aujourd'hui? Vous pensez qu'aujourd'hui, en fait, la Turquie, dans ce retour, je dirais flashback vers l'histoire, vers le néo-ottomanisme, vers en fait la résurrection quelque part d'un califat,
même si c'est inavoué d'une certaine manière, mais c'est ça la réalité, à travers les différentes alliances que fait Erdogan avec le Qatar, aussi les tentatives d'installer les frères musulmans, je dirais, dans le monde arabe. Mais aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? La menace, comment elle se concrétise aujourd'hui? On voit très bien, par exemple, en fait, comment la géopolitique turque en Méditerranée orientale est très dynamique, et pas qu'en Méditerranée orientale, le problème arménien, azéri, avec l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie, la Libye, la présence turque en Libye, l'opposition avec la Grèce. Comment cette géopolitique turque, aujourd'hui, qui est dynamique, est menaçante à la fois, je dirais, pour le monde orthodoxe, mais au-delà du monde orthodoxe, pour l'Europe? Alors, vous voyez, d'une part, évidemment, comme on est sous une forme de fabrication... Et la France s'y oppose quelque part, parce que la France essaie de se positionner en Méditerranée orientale de nouveau. Bien sûr. Après 20 ans bien sûr. d'absence. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que M. Erdogan, je dirais, insulte de manière insensée le président de la République, Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Oui. C'est parce que Emmanuel Macron dit non, au nom d'une certaine tradition française, effectivement. C'est le seul en Europe qui le dit. C'est le seul. C'est le seul, puisque Mme Merkel, elle, est très liée par l'immigration turque. Tradition historique d'alliance aussi entre l'Allemagne et la Turquie. Absolument, et parfois pour le pire. Parfois pour le pire. Donc la menace. Donc, vous avez un Erdogan qui, effectivement, se déploie sur tous les fronts, mettant d'ailleurs à profit le chaos géopolitique que cause dans la communauté internationale la pandémie, n'est-ce pas? Il se déploie. Alors on va dire, oui, vous voyez, Atatürk, lui, il était sur un modèle national et il ne sortait pas de ses frontières. Alors d'abord, c'est pas vrai. Chypre. Mais avant, le Sandjak d'Alexandrette, ça fait un peu Tintin, ça fait Hergé, mais c'est une question cruciale. Pour gagner l'accès véritable à la mer, pour rompre l'isolement du mur des îles grecques qui lui font face à la côte égéenne de la Turquie, Atatürk, c'était d'ailleurs à la fin de sa vie, a extorqué à la France ce territoire qui est le coude de la mer Méditerranée orientale en face de Chypre, qui était un protectorat français, qui était en fait le littoral syrien, du Grand Liban, comme on disait à l'époque. Donner le patriarcat d'Antioche, c'est une partie intégrante du patriarcat d'Antioche. Et c'est Antioche qui est là, bien sûr, la grande ville, celle où les chrétiens ont été appelés pour la première fois chrétiens, qui s'appelle aujourd'hui Antakya, qui reste une ville sémite, mais une ville sémite qui est sous l'administration turque. Cette montagne, c'est aussi la montagne des Alaouites, etc. Donc, si vous voulez, l'annexion, il a pu la faire. Chypre, il y pensait. Ce sont les généraux qui vont le faire en 1974, les généraux kémalistes. Donc, on est dans cette espèce de progression constante. En 1930, Atatürk revendiquait Alep et Mossoul, où sont aujourd'hui les troupes turques, pour casser la réunification des Kurdes, n'est-ce pas? Bien sûr que Atatürk avait étendu des maisons de la turcité, de la turquité, comme on voudra, en Azerbaïdjan, qui a toujours été considéré comme une nation frère. Cet Azerbaïdjan que Erdogan aujourd'hui soutient en envoyant des armes et des troupes, pas n'importe quelle troupe, des djihadistes. Par ailleurs. Qui n'est pas sunnite par ailleurs, l'Azerbaïdjan. Oui, mais ça montre bien d'ailleurs que on cherche des modèles géopolitiques, on dit néo-ottoman. Enfin, quel empire ottoman? Il a été très en accordéon, l'empire ottoman. On parle de... Il y a du pan-islamisme, il y a du pan-turquisme, il y a l'international des frères musulmans, il y a la théorie de la mer bleue, c'est-à-dire les mers sur lesquelles devrait dominer la Turquie. Tout est bon à cet opportunisme qui est en fait que la Turquie, n'ayant pas réglé son problème d'identité, n'ayant pas cessé de pourchasser ses ennemis à l'intérieur, a besoin pour exister aussi de désigner des ennemis extérieurs et est obligé en quelque sorte d'avancer sur un mythe de la conquête, mythe turc de la conquête, le sabre, n'est-ce pas? L'autre part du mythe étant le turban. Et vous voyez bien que Erdogan, finalement, lorsqu'il reconvertit Sainte-Sophie en mosquée, n'est-ce pas? Il le fait... Il signale, il dit « J'ai signé le décret à 14h53 ». 1453, la date de la chute de Constantinople, n'est-ce pas? Et la première prière a lieu le 24 juillet, qui est la date de la signature du traité de Lausanne. Et le moufti qui dirigeait la prière avec le sabre. Avec le sabre et le turban, d'où le titre de ce livre, et qui ne fait pas à ce moment-là un prêche coranique, comme attendu, un prêche spirituel, un prêche religieux,
Non, qui fait un prêche sur la conquête, la reconquête. Ce n'est que c'est une exégèse. Donc c'est une menace en fait qui existe. C'est un signal. La reconversion de Sainte-Sophie, c'est un signal de réaffirmation identitaire, mais Claire. encore une fois, quelle identité? La richesse de ce pays, c'était la confluence des cultures. Vous vous rendez compte le nombre de communautés, la mosaïque que c'était, de langues, de cultures. C'est le millefeuille d'histoire dont je parlais. Ah, vous en parliez très bien. Donc, et c'est ce qu'il veut, comme Atatürk, supprimer. Ouais. Alors, avec un point quand même qui est important, c'est que sur ce territoire de la Turquie actuelle, en 1910, vous avez à peu près 30 à 35% de chrétiens. Principalement arméniens et grecs, mais pas seulement. Il y a des Assyriens, il y a des Chaldéens, il y a des Syriaques. Des Syriaques, il y a toutes sortes. Il y a la constellation des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, on est à 0, quelques pourcents, peut-être 0,2, 0,3. Alors évidemment, il y a la différence démographique, il y a tout ce qu'on voudra, mais il y a le fait aussi, vous voyez, que c'est très intéressant à constater, parce que nous avons toujours des a priori, cette disparition du christianisme vivant de ce pays qui a été le pays des conciles œcuméniques, qui est la deuxième terre sainte du christianisme après, n'est-ce pas et qui est toujours le siège du primat d'honneur de l'orthodoxie. Bien sûr. Et qui est menacé par rapport à ça, en fait. On comporte aussi un patriarcat arménien qui est important. Et syriaque aussi, en fait. Et syriaque, qui est le Tourabdine, qui est aussi le... Bon, enfin, ce pays, juste pour finir, ce pays, donc, aujourd'hui, nie encore une fois toute cette dimension de manière, je dirais, névrotique, si on me passe l'expression, en tout cas l'État lui-même, puisque l'État écrit l'histoire, réécrit l'histoire, et on vous affirme par exemple que Saint Paul n'a jamais été qu'un témoin de la grande civilisation anatolienne. On marche sur la tête en quelque sorte. Là, vous illustrez parfaitement en fait le dilemme turc, et je ferai la conclusion là-dessus en fait, parce que le livre est très intéressant en fait. Il ouvre beaucoup de perspectives, je dirais, d'analyse, qui mélangent à la fois la théologie politique, mais aussi en fait la géopolitique aussi. Il y a pas mal de lectures qui sont croisées comme ça, d'une manière très fine. Je terminerai en disant qu'un ami turc en fait me disait dans le temps que le dilemme turc est représenté par une tasse de café qui a deux oreilles. Une des deux oreilles, en fait, est tournée vers l'Europe et l'autre des deux oreilles est tournée vers l'Asie centrale. Et donc, il me dit, c'est impossible de pouvoir, en fait, boire du café sans se faire renverser le café sur soi si on veut boire dans les deux directions, avec les deux oreilles. Et c'est là toute l'impasse, je dirais, de la Turquie aujourd'hui. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas une impasse, pour dire le mot de la fin? C'est un Orient-Occident. Cet Orient-Occident, il a été tourné vers l'Europe. Aujourd'hui, l'État, je parle encore une fois, est tourné vers l'Ouma. Ce sur quoi il faut parier, c'est en fait, malgré tout, sur cette fantastique vitalité des intellectuels, des artistes, des activistes, des journalistes turcs. Il y a là une société tout à fait extraordinaire. Bien sûr, on n'a pas parlé de tous les intellectuels, Orhan Pamuk, Elie Shafak et d'autres. Et de vivacité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont soit en prison, soit en exil. Ouais. Et donc, en fait, si nous voulons, en fait, aimer les Turcs, qui sont un grand peuple, qui ont le droit de choisir leur destin, en fait, il nous faut, en fait, je dirais tout simplement, dire véritablement notre amitié à tous ces ferments de liberté, parce que la Turquie sera grande le jour où, finalement, elle sera libérée de ses cauchemars de naissance. Parfait, merci beaucoup Jean-François, c'est très bien. Moi je vous recommande vraiment le livre qui est parfait pour une analyse vraiment approfondie un peu de toutes ces questions-là. La question en fait turque est une question qui est très ancienne. En fait, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne en fait remonte aux années 60, les négociations étaient entamées, donc il y a toujours ce dilemme à la fois européen ou Asie centrale, et cette question est menaçante à la fois pour la Turquie, pour le peuple turc, mais aussi pour le modèle européen et la gouvernance de la diversité. Un grand merci Jean-François Collot-Simon, et je recommande vraiment la lecture de ce livre, Le sabre et le turban. À la fin de cet entretien, moi je vous laisse avec notre vidéo coup de cœur qui porte sur la fête de la Sainte Théophanie, et je vous dis à la prochaine émission.
Un jour, Jésus vint de Galilée dans la région du Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « Alors que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu viens vers moi et tu me demandes que je te baptise ?» Jésus lui répondit alors « Laisse cela maintenant, c'est ainsi que nous devons le faire pour accomplir ce qui a été prévu par Dieu. » Alors, Jean ne l'empêcha plus d'être baptisé. Lorsque Jésus fut baptisé, il sortit immédiatement de l'eau. Et quelle merveille! À cet instant, les cieux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Une voix se fit alors entendre depuis les cieux en disant « Voici mon Fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis toute mon affection. » Notre Sainte Église fête la Sainte Théophanie le 6 janvier. Le jour après la Sainte Théophanie, nous fêtons le saint illustre prophète, précurseur et baptiste Jean. Écoutons le tropère de la fête. À ton baptême dans le Jourdain, Seigneur, s'est révélée l'adoration due à la Trinité, car la voix du Père te rendait témoignage en te nommant Fils bien-aimé, et l'Esprit sous forme de colombe confirmait la certitude de cette parole. Christ Dieu, tu es apparu, et tu as illuminé le monde, gloire à toi.